Bonjour Gennaro Porcelli. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, et toi? Eh bien, écoute, moi toujours en forme avec tout ce qui se passe en ce moment. Justement, je profite de ce moment-là pour te poser quelques questions parce que il y a un problème qui arrive de plus en plus parce que on est dans une période assez unique en ce moment qui se répète et qui ne s'arrête pas Oui. et qui crée quand même une sacrée peur en fait, hein. Les gens n'osent plus revenir travailler ou bien se disent, ça y est, ça va recommencer, on va être encore enfermé à la maison. Je pense qu'il y a une certaine estime et confiance en soi qui en pâtit. Mais Oui. avant de nous parler de tout ça, je voudrais d'abord que tu te présentes, Gennaro. Ok, Qui es-tu? Qui es-tu, Gennaro? c'est avec grand plaisir. Ben, Gennaro, c'est Gennaro, en fait. Ah ouais, Il est un... J'aime pas, en fait, les définitions et ni des étiquettes. Donc, je n'ai pas aucune étiquette à dire je fais X pour Z. On peut dire comme on connaît dans les marketing. Donc, pour moi, Gennaro, ça reste Gennaro, d'accord. un être émotionnel avant tout. Et dans cette philosophie, je n'aime pas des étiquettes. Donc, ce que je fais par passion, c'est pour moi aussi une synchronicité de profession D'accord. euh, et pas un hasard, mais c'est une Euh, synchronicité. J'ai choisi de conduire cette route. C'est celle de base alimenter l'espoir, ok, mhm. dans les cœurs des personnes, que ce soit pour le côté professionnel euh, et que ce soit pour le côté particulier. Car aujourd'hui, avec mon entreprise, on a des services pour les professionnels et pour les particuliers. Mais de Wow. base, c'est celle de rallumer cet espoir, de croire que l'homme, il n'est pas uniquement ce qui est à impact négatif, qu'il soit sur la Terre ou qu'il soit sur les autres êtres humains, mais qu'en fait, il y a encore d'autres types de croyances qu'on peut transformer ou cultiver pour oser, pour s'affirmer, pour pouvoir rebondir ou pour tout simplement passer l'action et aller chercher ce qu'on a envie vraiment au profond de nous. Ok. Donc, c'est une noble contribution que tu as en ce moment. Et cette contribution, donc, en fait, tu aides, tu accompagnes plus ou moins les personnes qui sont en burn-out et tu as créé ta propre entreprise où les personnes peuvent venir en stage. Alors, le burn-out, c'était qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à 2000, fin 2020. D'accord? Depuis fin 2020, avec mon entreprise, on a choisi de changer d'horizon, toujours dans les côtés euh, Vers de l'humain, hein? l'accompagnement de l'être humain. Et on s'est spécialisé, c'était déjà une de notre spécialités, c'était la libération des croyances limitantes. Et D'accord? aujourd'hui, on a une institution de formation sur la libération des croyances limitantes. Donc, c'est-à-dire qu'on a un service d'accompagnement pour les experts de l'être humain. Ça peut être psychologue, hypnothérapeute ou coach et toutes en fait les branches qui sont dans l'accompagnement de l'être humain, coach sportif, coach mental, tout ce que c'est vraiment un lien étroit avec l'évolution humaine. On les forme pour apprendre à maîtriser l'art de la libération des croyances limitantes, car sont à la base, c'est ce software on peut dire, corrompu qui Mhm. nous empêche de se libérer des grands blocages profonds ou de passer à l'action dans notre vie. Donc, on forme avec notre entreprise ces experts-là qui veulent se spécialiser dans la maîtrise de la libération des croyances limitantes de leurs clients Mhm. à travers un parcours de formation, soit un protocole neuroscientifique qu'on a créé. Et Mhm. pour les particuliers, on les accompagne plutôt sur des soft skills à l'intérieur de soi, comme l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc là, on se rapproche d'un autre style d'accompagnement. C'est un accompagnement beaucoup plus humain sur le côté vraiment intérieur de soi pour aller à se découvrir d'une manière peut-être simple, mais en même temps authentique et qui permet à ces personnes-là de rebooster leur estime de soi, leur confiance en soi et commencer à s'aimer comme jamais. Donc voilà les deux, euh, on peut dire les deux routes qui aujourd'hui ils sont séparées, mais Mhm. on a créé un écosystème qui, à un bout de moment, les deux mondes se retrouvent et leur fusion
ça nous permet aujourd'hui, avec notre entreprise, ça nous permet de pouvoir soutenir des projets humanitaires à travers l'union de ces deux services-là. Donc, c'est vraiment rester dans l'humain parce que justement, oui. vous accompagnez, vous allez donner de votre temps, un peu de votre temps et bien sûr de la gratuité, de ce que vous avez comme de l'amour de l'humain en fait. Hein? Oui, exactement. J'ai une question à me poser qui me pose depuis tout à l'heure. Tu as un accent, je voudrais savoir, tu vois, c'est quoi la base de cet accent? Mon accent, c'est italien. Donc, je suis du sud d'Italie, plus précisément. Alors, je ne l'aime pas dire en français parce que ça fait sembler qu'il y en a deux, mais il y en a un seul. C'est la Puglia. En français, on dit les Pouilles. C'est comme s'il y en avait deux, mais en fait, il y en a un seul. Et c'est la Puglia. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le sud d'Italie vers le côté, on peut dire, côté droite de la botte d'Italie. On peut dire vers la partie du talon. Voilà. Et la question qui me passionne aussi, comment justement tu es arrivé justement vers l'humain et à être à cette contribution? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusque-là, quoi? Quelle croyance que tu as eue qui a sauté, qui a fait que tu sois arrivé là? Ça peut ressembler en fait simpliste comme définition, mais en tout cas c'est ma réalité, je n'obligerai jamais quelqu'un à y croire et ni à la parcourir, surtout. Je me suis approché de l'être humain par l'énorme souffrance que j'ai eue dans ma vie, qu'il soit un homme en fait adolescent ou même dans la partie vraiment enfant. Donc, je viens dans un noyau familial dans lequel j'ai subi des maltraitances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient psychologiques, beaucoup de violence. Et cette extrême souffrance m'a porté, je pense, à forger une énorme sensibilité en moi vers la souffrance de l'être humain. Et donc, peut-être que dans une manière inconsciente, cette mémoire de souffrance a dormi pour une certaine période de ma vie, parce qu'après, avant d'entrer dans ce domaine, je suis passé par des routes tout et variées. Donc, de base, j'ai choisi une formation écolière sur l'électrotechnique. Donc, j'étais en fait un spécialiste dans la partie électrotechnique et informatique, par laquelle j'ai travaillé même en âge adulte jusqu'à 2002. Et donc, je suis rentré dans ce monde, on peut dire, informatique et tout ça, dans les années de formation d'école. Et après, jusqu'à arriver à les années 2002 jusqu'en 2013, j'ai travaillé en fait dans des grands centres pour toute cette partie-là. Mais en même temps, il y avait toujours cette file d'Ariane, cette file rouge, qui me portait à être toujours attiré par les bénévolats, par les associations, par les missions humanitaires. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais une attirance en fait. Et surtout, je le voyais dans mes relations. À chaque fois qu'il y a un copain ou n'importe qui autour de moi, il était en difficulté, j'étais en déprime en fait, et aller voir pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider. Et je voyais que ma plus grande satisfaction, ce n'était jamais le retour, mais c'était les données. Quand j'étais dans l'action de la donation, qu'elle soit en aide ou qu'elle soit sur d'autres formes, je me sentais la personne la plus riche sur Terre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que j'avais vraiment une grande forme d'égoïsme que j'adorais. En fait, c'était celle d'aimer l'être humain. Inconditionnellement, peu importe d'où il venait ou de qu'est-ce qu'il voyait ou qu'est-ce qu'il pensait. Je voyais qu'on avait un canal de communication, c'était où il y avait la souffrance, ça me plaisait en fait, donner de l'amour. Et je pense que dans les années, il se sont accumulés tellement d'épisodes que le jour que j'ai eu des appels, plus précisément en 2009. En 2009, je venais d'être papa d'un petit enfant, un garçon. Et à l'âge de 8 mois, donc lui, il est né en janvier 2009. Et moi, le 12 novembre 2009, j'ai fait un grave accident de route en moto. J'ai travaillé dans une hôtellerie de luxe comme électrotechnique, justement à l'époque. J'étais sur la principauté de Monaco.
Et sur un trajet de route, en fait, il y a une voiture qui me coupe la route. Et ma femme me reçoit un appel, venez voir pour la dernière fois votre mari. Donc ça, c'était une des appels qui ont porté mon état décisionnel et d'éveil à trembler. Parce que malgré que j'avais vécu la mort très proche, quand je suis revenu, on peut dire, sur Terre, je n'avais pas encore saisi cet appel-là. Je ne l'ai pas écouté encore. Je suis retourné au même rythme qu'avant. Comme si cette une année et demie entre les hôpitaux, les choses comme ça et toute les rééducations possibles imaginables, je l'avais cramé comme ça. Alors, peut-être du point de vue rationnel, mais je sais que du point de vue inconscient, ça travaillait au fond de moi. Et là, ce qui a fait vraiment faire les grands déclics vers l'être humain, c'est-à-dire, OK, je suis compris, c'était une année et demie, justement, quand j'étais sorti de l'hôpital, vers les 2010, j'étais à la maison avec ma femme et j'ai dit, j'ai mal au ventre, en fait. Et je vais aux toilettes et je sors. OK, je me sentais mieux. Une demi-heure après, de nouveau, une grande mal au ventre. Et pareil, en fait, je vais aux toilettes. Et tout ça se passe bien. Et une troisième fois, après un quart d'heure, pareil, de nouveau, une fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment, parce que j'avais pris l'habitude, en fait, de regarder toujours mes selles, à cause aussi un peu de certaines conséquences de l'accident, et bien c'est là que je me rends compte, en fait, que c'était pas, en fait, c'était pas comme, on peut dire, des selles molles, mais c'était, en fait, une hémorragie sanguine, en fait. En fait, j'ai sorti du sang. D'accord. Et c'est là que j'ai dit à ma femme, il faut aller aux urgences. Et en fait, on est parti aux urgences. Et quand on est arrivé aux urgences, ben, effectivement, j'avais une hémorragie, on peut dire, au niveau de l'intestin du côlon. Ce n'était pas dû, en fait, à un choc ou à un traumatisme, mais c'était, en fait, à une maladie. Donc, il était donc diagnostiqué que les 90% de mon côlon, il était infecté par une maladie porteuse de cancer. Et donc, là, il y a plein de choses qui ont commencé à changer. Car j'ai passé 2 ans. Je dis que si j'ai touché le fond à ce moment, ça peut être pas juste, mais en tout cas, c'était une grande, grande descente. Car je venais de sortir d'une période autant profonde dans ma vie. Mhm. Et donc, là, on peut dire que dans ces 2 ans-là, je me suis dit que tous ces appels-là n'étaient pas pour rien. Et que peut-être que c'était le moment de changer quelque chose dans ma vie d'important. Et c'est justement dans cette période-là que c'est né l'idée de reprendre plus sérieusement toutes les études, qu'elles soient en psychologie, qu'elles soient en fait en neurosciences, qu'elles soient sur le monde, en fait, que c'était ma passion aussi de l'être humain. Et j'avais compris qu'en fait, j'étais, en tout cas, porté par cette lumière à l'intérieur pour me faire du bien en faisant du bien. Et j'avais compris que c'était ça mon aimant de vie. Donc, tu appelles ça appel. Tu es pas justement en train de te dire que c'est pas de chance parce que franchement, Non. d'accord. Tu penses que c'est un appel d'obligation de changement. Ouais, c'était pour moi. C'est comme ça qu'on appelle ça, de la résilience. Ça vient en fait du fait que pour moi, dans la vie, nous vivons tous un voyage de l'héros. Et dans les voyages de l'héros, pour qui ne le connaissent pas, c'est intéressant à la limite d'aller chercher sur Internet et le voyage de l'héros, c'est magnifique. Ça vient même par des études importantes. Et je savais, en étant déjà quand même un peu dans ce monde-là, que ce n'était pas en fait ni un hasard et ni des coïncidences de malchance, mais que je n'étais pas en train d'écouter depuis longtemps des signaux importants et que j'avais beaucoup plus de valeur à apporter à l'être humain de celle que je faisais comme vie avant. Et je ne l'ai pas pris comme un signe
de l'au-delà qui disait Gennaro, t'es le sauveur de terre. Non, 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 pas du tout. J'ai senti juste un vrai sens de valeur, de pourquoi on est sur Terre aussi. Et c'est celle d'aimer notre proche, peu importe pour quel principe ou quelle vision il est attiré. Et pour moi, c'était une évidence aussi, je pense, par tout mon cursus d'expérience passée, mettre le dernier morceau du puzzle à ce tableau qui était déjà en train de se construire depuis la petite enfance. Donc, tu penses que dans toute chose vue négative, il y a du positif. Donc, tu penses que... Je pense que nous sommes les deux en même temps. Nous sommes les deux en même temps comme... je te porte cet exemple, que c'est une métaphore que pour moi, j'aime beaucoup. Pour beaucoup, existe le jour et la nuit. Mm-hmm. Dans ma vision de la vie, c'est que nous sommes partis du jour et de la nuit. Car nous disons ou nous voyons le jour ou la nuit, c'est juste parce que nous sommes coincés dans un endroit. Mais si on s'élève et on va dans l'univers, nous voyons le soleil et la lune en même temps. Mm-hmm. Donc pour moi, l'être humain est tous les opposés en même temps. Et toutes les nuances qui intercalent les points de vue et les perceptions internes des deux extrêmes. Donc, nous sommes tous ça, et pas uniquement une polarité. Et donc, je sais très bien qu'à chaque événement, l'événement est neutre de base. Et comment nous, on le traite à l'intérieur de nous, il peut se polariser avec des étiquettes sociales comme bien ou pas bien, homme, femme, et toutes les choses comme ça. Mm-hmm, super. Tu peux nous parler un peu de Voyage de l'héros? Juste une parenthèse. OK. Mais les voyages de l'héros, c'est un processus par étapes, on peut dire, qui caractérise notre évolution d'être humain. Et prenons l'exemple de mon accident. Mm-hmm. Quelles sont les étapes du voyage de l'héros? C'est que j'étais dans une vie du tram-tram, on peut dire, plutôt quotidien. Et un bout de moment, il y a un appel, okay? Donc il y a un événement qui vient mettre à la preuve ton propre héros à l'intérieur de toi. Donc j'affronte la bataille de l'accident. Et à partir de ce moment, je dois faire face à tous mes démons internes, en fait, à celles qui sont justement les guerriers plus profonds. Les ennemis plus grands que nous avons ne sont pas à l'extérieur, sont à l'intérieur de nous. Et donc, quand j'étais dans cette challenge aussi de rester en vie, je me battais pour des choses importantes. J'avais mon petit bébé, il avait 8 mois. Mm-hmm. Je l'ai visualisé plein de fois dans mon accident et même dans ma réhabilitation. Je ne pouvais pas le voir. J'étais dans un centre de réanimation où c'était interdit l'accès même à la famille. Donc, les voyages de l'héros a commencé à transformer cet héros qu'on a à l'intérieur de nous en un guerrier qui se bat face à cette difficulté. Après, il se passe que je sors, on peut dire, dans la phase clou du combat, donc je gagne. Donc, j'ai fait plein de petites défaites pendant pour arriver à gagner, on peut dire, le combat final. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis revenu de nouveau, on peut dire, à une autre vie, parce que ce n'est plus la même. C'est une autre vie qui recommence avec d'autres évolutions, d'autres visions. Et là, les guerriers, il est sorti de toute cette précédente situation plus fort, plus conscient de certaines choses en soi, plus conscient aussi de comment éviter aussi certaines choses. Mm-hmm. Donc, il sort en fait de grandi. Mais c'est rien, car une autre bataille doit affronter. Et l'exemple, pour continuer l'exemple donc, du voyage d'héros, c'est là qu'arrive la maladie du cancer. Et de nouveau, les mêmes guerriers, ils se retrouvent face de nouveau à affronter de nouveau ce voyage de l'héros, dans lequel les voyages d'avant qui avaient forgé a permis à cette nouvelle challenge d'être vécu avec des épaules plus fortes, des pieds plus stables,
des ressources internes peut-être encore plus ancrées vers le possible. Et là, l'héros se retrouve de nouveau à affronter tous les victoires, défaites pour arriver à gagner encore une fois cette énième bataille. Et en fait, ça, c'était le processus de voyage de l'héros. Tout le monde le vit. Et quotidiennement. C'est qu'on ne se rend pas compte de toute cette petite, minuscule victoire-défaite, qui nous forge en même temps, à condition d'avoir aussi un envie de voir certaines choses avec une nouvelle perspective. Donc, oui, c'est un travail sur soi. C'est un travail à faire pour ne pas gaspiller toute cette grande forme d'évolution que c'est les échecs. Si on a quelqu'un qui nous éduque, si on a quelqu'un qui nous apprenne, si on a quelqu'un qui nous conduit, qui nous guide à comment pouvoir changer notre perspective cognitive là-dessus, à chaque fois qu'on met un genou par terre, on sait que ce n'est juste une défaite provisoire et pas une définitive. Chose qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, il y a ce mélange entre une défaite partielle et une défaite définitive. Et il transforme en fait tout ce que c'est partiel en définitif et il descend dans cette vallée de perte d'estime de soi, de confiance, d'amour propre. Et un burn-out n'est qu'en fait un déséquilibre dans 3 piliers de notre vie. Mais c'est ça, cette vision qu'on vient de partager, c'est une grande partie je pense, d'éducation qui est de base pour moi, ça doit être même enseigné depuis la petite enfance dans les écoles. Oui, oui. C'est ce que tu nous parles là, c'est une grande force que tu as été appelé, comme tu dis, hein, pour réussir à comprendre et pour pouvoir faire cet équilibre. Comment vas-tu aujourd'hui? Super, en fait. Je suis la personne la plus heureuse du monde, du point de vue personnel. Pourquoi? Parce que je suis profondément touché par des personnes, je fais un exemple comme toi, qui dédient leur propre aussi vie à aider, à aimer, à allumer l'espoir. J'ai la chance de pouvoir avoir un état d'éveil aujourd'hui qui me permet de voir ces sensibilités dans le cœur des personnes. Ça me permet de lire à travers les yeux le cœur et l'âme des personnes. J'ai la chance de pouvoir accompagner des experts qui impactent positivement, qui libèrent des blocages plus profonds des personnes. J'ai la chance de pouvoir accompagner des êtres humains qui me partagent, qui me donnent l'autorisation à être présent dans un moment de leur vie. Comme si j'étais devant la scène et l'acteur principal qui récite une pièce pour moi personnellement. Comment tu veux que je puisse me sentir aujourd'hui en avoir toute cette richesse à l'intérieur de moi? Oui, bravo. On va revenir sur la croyance. C'est quoi exactement une croyance finalement? Parce qu'il y a des croyances limitantes, certes. On parle de croyances limitantes, même on peut parler parfois des croyances limitantes, limitantes. Parce qu'en fait, on le vit et on est tellement en échec qu'on se dit, c'est pas possible, je l'ai vécu, le corps il l'a vécu et souvent il a du mal à pouvoir l'oublier. Donc comment faire pour pouvoir justement voir ces appels? Alors, tu as ouvert en fait plusieurs choses intéressantes dans tes questions parce que tu as parlé de croyances, tu as parlé d'évolution, tu as parlé de grandir en soi, de s'affirmer, d'oser. Donc, il y a plusieurs choses. Si je reviens à la première question, que c'était qu'est-ce que c'est une croyance, pour revenir au monde des croyances. De base, sans entrer trop dans les détails, car je pense que ce n'est pas le sujet ici, mais pour donner une compréhension, les croyances, si on sort un peu des étiquettes, donc on sort de cette... En plus, aujourd'hui, ça fait beaucoup parler, croyances limitantes. Mais si on se concentre uniquement sur l'aspect de qu'est-ce que c'est une croyance, ok? Une croyance, c'est quelque chose c'est presque une survie pour l'être humain. Les systèmes de croyances. Parce qu'ils se forgent encore avant que notre identité d'aujourd'hui ou même à l'enfance, en fait, voilà, il faut refaire quelques pas en arrière.
de la petite enfance, en fait, dans notre naissance, nous sommes des êtres émotionnels avant tout. OK? Donc, beaucoup de notre partie de neurologie qui n'est pas encore développée, certains, ils se finissent on peut dire, de se former à 25 ans, et même à 90 ans, il y a encore plein de choses qui se passent du point de vue neurologique. Et même à 150, si on aura la possibilité, même à 2 ans. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est un organe en continue évolution car il se régénère plein de fois dans notre vie. Les systèmes de croyances commencent à se former de la toute petite enfance, donc. Et je veux sortir un peu de cette spécificité technique parce que sinon, ils vont s'ouvrir des portes, en fait, tellement profondes que moi, je resterai ici à parler de ça pour des heures et des journées. Mais je sais qu'il va falloir plutôt être serre et donner une vision. Les systèmes de croyance, c'est un système de certitude qu'on développe à l'intérieur de nous sur la représentation du monde externe et le monde interne, sur laquelle on base nos actions. Tout simplement. Donc, de base, un système de croyance, c'est quelque chose qui nous permet de socialiser, d'être autonome, de pouvoir, en fait, donner du sens à pourquoi les choses se passent dans une façon plus qu'une autre, et polariser nos plaisirs et aussi polariser nos choix. C'est-à-dire, ça, je ne l'aime pas car, système de croyance, est trop vieux. Ou j'aime ça car est bleu. Donc, ça nous permet de donc vivre tout simplement selon un système d'autonomie, okay, pour que les systèmes intérieurs et les systèmes extérieurs retrouvent un sens d'union dans notre évolution. Donc, de base, les systèmes de croyance, c'est quelque chose de fonctionnel à l'être humain. Quand devient non fonctionnel, parce que plus que limitante, j'aime bien dire une croyance non fonctionnelle. Et non fonctionnelle à quoi? Peut-être à cet objectif qu'on aimerait bien atteindre dans notre vie. Peut-être n'est pas fonctionnel à ce projet de travail. N'est pas fonctionnel n'est pas fonctionnel à accomplir quelque chose. C'est que quand il devient donc non fonctionnel, vu que nous, tout au long de notre vie, on accumule tout un tas de certitudes à l'intérieur de nous, ces certitudes ils sont basées sur une évolution, que si on déplace la machine du temps, et je fais un exemple à un certain nombre de certitudes qui se sont forgées peut-être entre 8 et 20 ans, ils étaient dans un contexte entre 8 et 20 ans dans lequel les références externes étaient d'un certain type, les références internes, en fonction aussi des références externes, ils se sont forgés sous ce modèle de 8-20 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve à 50 ans à d'avoir encore à l'intérieur de nous tout un tas de cette certitude 8-20 ans qui, à l'époque, il nous servait à quelque chose, on a vu sur quel plan, et qui aujourd'hui, il nous dessert. Pourquoi? Parce que nous avons évolué. Donc, les croyances deviennent non fonctionnelles du moment où notre nouvelle, on peut dire, identité, parce que l'identité n'est jamais quelque chose de fixe, mais c'est quelque chose d'évolutif, ne retrouve pas une mise à jour, si on veut le mettre d'une manière plus simple, sous cet ancien système de croyances. Et que donc, on transporte, en fait, on vit les présents avec les passés ensemble, et on agit dans les présents, mais avec les certitudes du passé, qui ne sont plus, on peut dire, à jour dans notre présent. Et bien là, notre système de croyance qui de base il était neutre et même fonctionnel à certains paliers de notre vie, il devient aujourd'hui non fonctionnel. Et l'effet de ne pas faire un nettoyage, on peut dire, de ces choses-là, nous oblige aujourd'hui à se retrouver après face à des situations non fonctionnelles et des situations où on se retrouve à faire appel peut-être à un expert pour nous aider à avancer dans un projet ou atteindre des objectifs, des choses comme ça. Mais de base, nous sommes ce que nous croyons et nous avons ce que nous croyons. Si on n'aime pas ce qu'on a, donc on peut dire nos résultats d'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à aller trop loin. Il faut changer ce à quoi on croit. Si on change ce à quoi on croit, on change nos résultats.
Ok, c'est pas si évident que ça, puisque tu es en train de nous dire que nos croyances sont, c'est le cadre, franchement, pour cela où on va avancer, où on va croire, où on va faire. Ça va être justement notre, je sais pas moi, comme notre GPS quelque part. On va aller à droite ou à gauche, justement, quand on va faire une route, on va d'un point A, on va à un point B. Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre peut-être une autre route pour pouvoir peut-être arriver à ce même point-là? Qu'est-ce qui Ma, va permettre ce déséquilibre? Parce que c'est quand même une peur. On est à l'habitude d'avoir une croyance qui nous équilibre et qui nous rassure. Et là, tu dis qu'avec cette croyance qu'on peut la sortir alors qu'on est habitué à elle, comment on peut justement se alors, débarrasser? on peut pas éliminer une certitude du passé, mais on peut changer notre perceptif cognitif qui crée une association identitaire et émotionnelle sous l'ancien système de croyance. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait ensemble dans la formation que nous on permet d'acquérir à les experts. On va travailler plutôt sur cette partie-là. C'est-à-dire, on ne peut pas éliminer. Du point de vue neurologique, c'est impossible. Et toutes les personnes, et c'est un des plus grandes erreurs aujourd'hui que les confrères, certains confrères font aujourd'hui, c'est celle d'avoir l'idée d'éliminer une croyance limitante. On ne peut pas l'éliminer. Si on connaît très bien la structure, comment ça fonctionne notre cerveau, c'est scientifiquement impossible. C'est une connexion, c'est une synapse qui s'est créée et même plusieurs milliers de connexions entre synapses, on ne peut pas les éliminer. Par contre, si on comprend comment tout ça fonctionne, on peut changer, on peut dire, les fils, les câbles qui sont attachés plutôt à une matrice qui c'est celle de procrastiner, de se juger, de se condamner, d'aller en frustration, ou de se dire c'est impossible que je puisse faire ça, ou de toute façon, c'est pas la peine, je ne suis pas capable de faire ça, ou peut-être une autre forme que ça peut être celle plutôt identitaire aussi, qui est je ne mérite pas en fait cet homme. Ou, donc, tout ce système en fait de perceptif cognitif qu'on a, dû sous la base de cette croyance, ça on peut le changer. Ça on peut le changer et nous on l'apprend à le faire avec une seule session d'1h30 vers nos clients. Donc, ce qu'on peut changer, c'est plutôt comment le cerveau de la personne, l'esprit de la personne, l'émotion de la personne, donc tout vraiment l'être à part entière, il est resté associé à cet ancien système. Donc, si on change cette association, on peut changer les résultats. Donc, on va faire, vous avez dissocié en fait, c'est ça? Permettre de dissocier l'émotion et la pensée, c'est ça? En fait, déjà, la première chose, c'est qu'on va faire un travail de dissociation carrément d'appartenance à cet ancien. Si on va en termes de protocole neuroscientifique, ce qu'on produit comme résultat à chaque fin de session, c'est vraiment celle de créer une sensation de non-appartenance, c'est-à-dire la même personne, avant de rentrer, on peut dire, en session, et, après avoir fait une extraction, en fait, de vraiment la matrice de blocage psycho-émotionnel corporel, donc cette croyance non fonctionnelle, elle a même des associations en fait corporelles négatives importantes. Des fois, où les gens ils pleurent, ou les personnes, à l'idée qu'ils pensent ça, ils sont peut-être au niveau plexus, une pression, ou se sentent mal à l'aise, ou en fait, ils sentent en fait des problématiques vraiment physiologiques. Le corps se manifeste dès qu'on trouve cette matrice. Et c'est quelque chose de désagréable, vraiment fort. À tel point que sur une échelle de 0 à 10 de souffrance, les personnes, il a situé toujours entre 8 et 10. Donc, c'est extrêmement impactant en négatif. Et donc, 1h30 après, la personne se retrouve à lire la même ou à se pencher sur la même phrase, la même sensation, et il dit, mais c'est étrange en fait. Ça ressemble qu'il ne m'a jamais appartenu. Et au contraire, elle se sent en force, elle se sent libérée, il n'a aucune plus manifestation négative à l'intérieur de soi. Au contraire, elle se sent en force, il voit le possible devant. Et donc, il y a vraiment une transformation. C'est pour ça qu'on appelle ça une libération et pas une élimination. Une libération psychocorporelle émotionnelle due à justement les traitements. Donc, c'est là qu'on peut interagir. Et c'est uniquement là-dessus qu'on peut avoir des chances pour réellement transformer après d'autres domaines de vie avec les mêmes process. Super.
Gennaro, par rapport à tout ce que tu es en train de dire, les personnes qui t'écoutent ont envie peut-être d'oser venir pour retirer se libérer et pensent soit ils ne peuvent pas, soit parce que ça doit être que pour les autres. Quel conseil tu peux donner aux personnes pour les amener à s'ouvrir à eux? OK. Mettons de côté le fait que pour moi, cette pratique de libération doit être faite uniquement et seulement par des professionnels de l'accompagnement humain, pour la simple raison qu'il y a pour moi un facteur important que c'est l'éthique professionnelle. Et pour moi, la vraie éthique professionnelle, c'est que c'est un choix important. Hein. Je fais un exemple. Quand j'avais mis cette process à disposition des experts, paradoxalement, tu prends avec là, il n'y a rien à voir en fait la position sociale. Mais c'est juste pour prendre en fait une profession. Donc, je prends une profession au hasard. Mettons une grande caissière qui travaille dans un centre commercial. Elle décide de venir se former. Elle applique à la lettre le process, elle suit le process. Elle peut avoir les mêmes résultats d'un psychologue, d'un coach. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, c'est le process. Mais où est la partie éthique? J'aurais pu, en fait, ouvrir ça et faire, en fait, le commercial et penser le business et vendre on peut dire, cette formation à tout le monde. Et quelle était après la partie éthique? Il ne faut jamais oublier une chose, que quand une personne qui n'a pas de ressources, tu le permets d'avoir des ressources, il a les mêmes difficultés que quand il n'avait pas de ressources. Quelqu'un qui il a, je fais un exemple, une croyance non fonctionnelle à libérer et qui vient ici libère. Oui, il est libéré. Mais la personne, peut-être que ça faisait 10 ans, 5 ans, 3 ans, X temps, qui n'avait plus développé en soi des capacités pour agir à l'opposé de ce qu'il faisait. Du moment que je la libère de tout ce qui était négatif, il n'a encore aujourd'hui pas les possibilités d'avancer toute seule, au moins. A toujours besoin de l'œil, de la guide, d'un expert qui puisse, si jamais elle se retrouve dans cette nouvelle contexte, parce qu'on change d'environnement, on le met dans un environnement positif, il n'a plus de frustration, il n'a plus de culpabilité, il ne se juge plus. Au contraire, il retrouve de la confiance, de l'estime de soi, il voit le possible, mais il n'était pas habitué à le faire. Donc, il va falloir être présent encore si nécessaire. Donc, c'est pour ça que, pour moi, quelqu'un qui a vraiment besoin de se libérer, pour moi, c'est important qu'il se fasse guider dans la libération et avoir l'œil derrière, même si dans la plupart de nos expériences, quand un de nos coachs accompagne une personne, la personne, 15 jours après, on fait faire des checks, des choses comme ça, et la personne même pas se souvient en fait de ce qui était limitante pour elle. Au contraire, pour elle, c'est une nouvelle vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cas de besoin parce qu'elle va se trouver en difficulté, il n'y a plus personne pour la continuer à suivre. Non, 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 au contraire. La personne doit toujours avoir à l'intérieur de soi la certitude que même dans le nouveau contexte, qu'il est positif, qu'il est fonctionnel et tout, elle doit se sentir en sécurité. Et cette sécurité, c'est qu'il y a un expert de l'accompagnement qui peut le donner. Pour les personnes qui veulent plutôt avoir des astuces pour arrêter de produire de nouvelles croyances limitantes, plutôt, parce que celles qu'on a produites, il n'y a pas 3000 solutions, c'est celle que si on a vraiment besoin, on a besoin de se libérer. OK? Par contre, il peut y avoir des astuces pour éviter de continuer à créer de nouvelles croyances limitantes. Et je pense que la solution la plus impactante que je peux te donner serait la même que je pourrais donner, je fais un exemple, à la personne la plus importante sur la planète. Donc, ça n'existe jamais une personne plus importante sur la planète. Mais si on le met dans une étiquette sociale dans laquelle quelqu'un qui a un grand pouvoir, c'est une personne importante, même cette personne, je donnerai la même solution. Et c'est tellement simple
que personne porte l'attention. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas comment ça se forme, une croyance. Oui. La technique que je vais te donner s'appelle la technique de le ou pas. La technique de le Ou pas. ou pas. Ouais. Ok, ou pas. Ou pas. Qu'est-ce que c'est la technique de l'oupa? Attention, hein, c'est tellement puissant, on peut dire autre chose. C'est tellement simple que sa puissance, il est dans sa simplicité. Mais qui derrière implique des années d'études et de compréhension de comment ça fonctionne le cerveau. La technique de l'oupa, c'est que voilà, toi que tu regardes cette vidéo, peu importe dans quelle partie du monde, ou peu importe dans quel contexte tu es, ça fonctionnera pour toi aussi. Quand quelqu'un il te parle, quand quelqu'un il te juge, quand quelqu'un il te met une étiquette, ou quand quelqu'un il donne une affirmation, à chaque fin de phrase qu'il lui fait, dans laquelle tu te sens visé, tu as tout simplement à terminer la phrase avec ou pas. Un exemple. Gennaro, je pense que tu dois faire plutôt comme ça, car ce que tu viens de faire, il ne sert à rien. Ou pas. Pourquoi l'oupa il est puissant? Parce que quand vous terminez les phrases, surtout en accusation, okay? Je ne parle pas de constructive, de partage. Okay? Quand c'est de constructive de partage, c'est voilà, un autre contexte. Mais encore, même, il y a des parties blanches, okay, qui dans les constructives, ça ressemble blanches, mais qui sont noires en fond, parce qu'ils peuvent déboucher sur plein de choses. Donc, l'oupa, c'est vraiment à utiliser. Il n'y a pas de contradiction. Hein. Vous pouvez et il n'y a même pas de contre-indication. Vous pouvez la utiliser à volonté. Ça ne fait pas du mal. Au contraire. La technique de l'oupa, pourquoi ça fonctionne en termes de stopper, de créer de nouvelles croyances? Parce que les principes de l'oupa se basent sur le doute. Et une croyance n'est qu'un doute qui, à un bout de moment, était rempli par une référence externe, par une certitude, une vérité externe. Du moment que nous développons un doute à l'intérieur de nous, okay, on a un vide. Je ne sais pas, je fais un exemple, je dois faire le gâteau aux fraises, je ne sais pas comment le faire, je vais voir, peut-être que j'ai même une référence comme le meilleur pâtissier, je ne sais pas, du monde, je vais prendre sa recette, je la fais bien et tout en temps, bon, il y a des choses encore plus complexes, mais du moment que cette vide est comblée par une information et que le résultat il est associé positivement, nous installons cette certitude comme quelque chose de bénéfique pour nous et on commence en fait à tellement la pratiquer qu'il descend jusqu'au système nerveux. Et donc, ça devient une habitude de croyance. OK? Mais si tu mets un doute avec l'oupa, tu vas créer artificiellement en fait un vide, un espace de temps dans lequel tu peux aller chercher, selon tes filtres, selon tes vérités à toi, quoi mettre à sa place. Et tu évites que le monde extérieur continue à injecter en toi leur système de croyance et leur système de vérité. Et ça te permet d'évoluer au lieu de te faire en fait enfoncer par plein de situations à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu te dis ou pas, et au lieu de croire de suite, même si la chose que la personne vient de te dire, elle est constructive, elle est positive, mais laisse-toi le temps de pouvoir créer selon tes propres filtres, selon tes propres capacités, selon tes propres recherches intérieures et même extérieures, d'aller chercher une autre vérité qui, ensemble à celle, il va créer une troisième vérité qui n'appartient comme ça ni à un ni l'autre, mais que c'est aussi une partie de toi qui s'exprime dans les jeux et pas uniquement une imposition dans les jeux. Tout à fait. Le ou pas. Loupa. Ou pas. On va finir avec le ou pas. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup pour ce partage et cette ouverture de cœur que tu nous as permis d'entendre. Et justement, et moi j'aime beaucoup quand tu dis qu'il faut, qu'il faut oser déjà, et puis l'appel. Donc, voir les choses différemment de ce point de vue-là peut justement faire grandir encore plus vite et ne pas justement se comporter en tant que victime, mais se dire, voilà, quoi,
C'est ça ou pas? Ou pas. Donc, en tous les cas, je te remercie beaucoup et puis je te dis, j'espère qu'on va se revoir pour une autre interview, un autre échange. Et puis, je te dis à très vite. Écoute, c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir partager euh, quelques petits morceaux de ma vie aussi avec toi. Et je me sens vraiment honoré d'être interviewé par une personne qui met au centre de sa vie Ah, d'autres personnes. Donc, oui, je sais avec tes initiatives, tu vas rallumer aussi toi cette petite flamme qui s'étend dans plein de cœurs de personnes et tu portes un peu de lumière aussi. Donc, je te remercie du profond du cœur de continuer moi aussi, à franchement, comme pratiquer, ouais, c'est vrai que à aider. Et je sais que tu es investi dans plein de projets humains et ça me fait que plaisir que notre entreprise puisse rencontrer des personnes comme nous, simples, et qui sont sur le terrain pour la contribution. Car pour nous, en tout cas pour ma vision en telle, nous sommes tous sur la même ligne. c'est ça. Et, et au contraire, si sur la même ligne on se donne la main, Mhm. on forme une belle ligne bien solide. Eh Donc, oui, merci à toi de m'avoir donné la main aujourd'hui, de m'avoir permis de te prendre aussi et de sentir ton énergie, même si on est en forme digitale, même si on est en forme de distance. J'ai senti ton cœur, ta pureté. Et oui. merci de m'avoir partagé aussi, toi, cette énergie qui a rempli mon cœur. Donc, vraiment, merci beaucoup.